c'est le dessin, depuis toujours, le dessin de presse, la caricature, la sculpture aussi. Ses œuvres interrogent l'actualité, mais aussi l'histoire, la grande histoire, depuis près de 50 ans. Son coup de crayon sait frapper là où ça fait mal, là où ça dérange. Il collectionne les prix et les marques de reconnaissance dans le monde entier. Il a fait de son art une arme pour défendre la liberté d'expression, la liberté de la presse, même dans des pays où on la regarde avec méfiance, cette liberté. Il a pris sa retraite depuis quelque temps, mais a-t-il rangé son crayon pour autant? On ne l'imagine pas un instant, mais on va lui poser la question, ce sera beaucoup plus simple. Bienvenue dans Un monde, un regard, bienvenue Plantu. Et merci d'avoir accepté notre invitation dans ce lieu magnifique qu'est le Dôme Tournon, un lieu méconnu du Sénat, que le grand public découvre notamment avec vous. Je précise que vous êtes notamment l'auteur de l'année 2021 vue par Plantu, chez Calman Lévy. Est-ce que j'ai raison, vous ne l'avez pas du tout rangé, ce crayon, vous ne le rangerez jamais en vérité? C'est comme si je vous disais, d'abord merci de m'accueillir, et puis c'est comme si je vous disais, oh finalement l'oxygène, vous en avez encore besoin? Bon ben moi, je respire, et puis j'aime l'odeur du feu, ça sent un peu l'alcool. Je me souviens une fois j'avais fait une émission à Nulle part ailleurs, et il y a Gildas qui a dit, mais quel connard qui est venu avec une mobilette. Et en fait, c'était ça qu'il sentait. Mais j'adore l'odeur, alors que je sniffe rien, je vous le dis. Sauf que vous êtes quand même, je le disais, à la retraite, alors ce qui ne veut rien dire pour vous, mais est-ce que vous dessinez aujourd'hui, finalement, pour vous, pour nous, plus librement, pour les soignants aussi? Oui, pour les soignants, je fais beaucoup de dessins. Pour les soignants, j'en suis à mon 30e hôpital. Vous les trouvez dans quel état, les soignants? Dans quel état 30 hôpitaux, exactement, vous pouvez vous faire une idée. Comme, vous savez, quand on a regardé le 14 juillet, il y a plus d'un an, de 2020, il y a un moment, devant Macron, il y avait tous les soignants qui étaient là, des infirmières, des médecins, des ambulanciers. Et au moment de la Marseillaise, qui était jouée pour eux, j'ai été habité par cette émotion parce qu'ils ont tellement vécu de choses incroyables qu'il faut avoir ça en tête. Et alors, l'avantage de faire ces dessins dans les hôpitaux, c'est que moi, je trouve ça mignon de voir après les dessins avec les infirmières, dans les couloirs. Et en fait, là, elles sourient. Elles sont mignonnes, elles sourient. Mais on ne voit pas trop, elles ont le masque, hein, mais on imagine qu'elles oui, non, c'est sympa. Mais en fait, je me rends compte que ça a été des drames. Et par exemple, le drame qu'on me raconte souvent, c'est qu'est-ce qu'on fait, les familles qui arrivent, au tout début, hein, janvier, février 2020, au tout début, les familles, est-ce qu'on les fait venir Et ça, je trouve que c'est passionnant. Et j'ai passé ma vie, j'ai raté mes études au début, mais j'ai passé ma vie à poser des questions à des journalistes, Et alors, ils m'ont toujours raconté des tas de trucs, et je me suis, comme une éponge, je me suis impressionné de tout ce qu'ils me disaient, et tant que j'ai pas fait un dessin sur le sujet, j'ai pas bien compris le sujet. Et c'est pour ça que, pour mieux répondre à votre question, même si j'ai arrêté de travailler au bout de 50 ans au Monde, je continue à faire mes dessins, mais dès que j'entends... Tout à l'heure, j'étais... j'entendais la radio, je dis, oh là, mais ça, je vais le dessiner. Et donc, comme j'ai une mémoire épouvantable, je me suis envoyé un mail ou un texto. La nuit, je m'envoie des textos. Et je le regarde le matin, je dis, attends, n'importe quoi. Et vous manque cette exposition, cette une du Monde qui vous était offerte? Ce qui me manque... moi, je suis exposé partout maintenant. Et en plus, il y a des expos avec Reza, on fait un bouquin, et des expos avec Reza, on fait ça chez Gallimard. C'est vraiment... Donc, ce que je ne fais plus à la une du journal, je le fais dans les rues, et c'est très intéressant pour un dessinateur. Vous voyez, au moment où il y a des peurs qui se sont installées dans notre société, où la démocratie est en train de bouger, de basculer, on se dit, ah ouais, mais ça, non, là tu as dessiné un barbu, oui, mais là, il y a un minaret, oh, mais là, il y a une synagogue, fais gaffe, tu sais pas où tu mets les pieds. Ben oui, mais je le fais quand même dans la rue. Il y a des dessins partout, et les gens, ils réagissent, ils sont dans la rue, ah ouais, il y a ça. De toute façon, ça me plaît. Le dessin fait partie de vous depuis toujours, c'est ce que je disais en présentation. Bah, j'ai raison. Pas faire autre chose. Et ça vous vient de qui? Je lisais que votre père était dessinateur industriel à la SNCF. Alors, est-ce que ça peut venir un peu de lui, un peu aussi de votre mère qui apparemment n'avait pas sa langue dans sa poche? Est-ce que la caricature vient d'elle? D'où ça? Elle n'était pas toujours gentille, ma mère. Elle disait, tu vois, celle-là, je ne sais pas quel âge elle a, mais elle fait plus. Et je trouvais ça méchant, mais à la fois, elle me disait, ça c'est drôle.
C'est pas très généreux, mais ça me fait rire. Mais ils n'étaient pas emballés, vos parents, quand vous leur avez dit que vous vouliez faire du dessin. Je crois qu'ils vous ont inscrit en école de médecine, c'est ça? Bah oui. Alors, qu'est-ce que vous leur avez répondu? Bah, que je préférais faire du dessin, mais j'étais très obéissant. Donc vous avez quand même fait un peu médecine? Bah oui, mais comme j'étais nul, j'ai raté. Enfin, donc au bout de 2 ans, j'ai redoublé. Et puis après, je le dis souvent dans les écoles, surtout faites pas comme moi. J'ai réveillé mes parents la nuit. Je leur ai dit, je voudrais faire du dessin, je voudrais faire du théâtre. Ils m'ont dit, écoute, va te recoucher. Et puis un jour, je leur ai dit, bah voilà, j'arrête médecine. Ouais. Je vais aller à Bruxelles parce que c'était la seule école de BD à l'époque, à Bruxelles. Et puis je leur ai dit, en plus, je vais me marier. Et en plus, pas à l'église. Donc, c'est pas un bon plan com, vous voyez. Vous n'avez pas ménagé, là, hein, vos parents? Je n'ai pas fait exprès, il fallait que ça sorte. Ouais. C'est comme un dessin, c'est comme un dessin. Et très vite, à Bruxelles, vous allez vous servir de votre savoir-faire, de votre art, pour gagner votre vie? Ouais. Ça commence là-bas? Bah oui. Ça a été facile? En fait, ça n'a pas été si difficile que ça. Parce que vous voyez, j'ai vendu des meubles au Galeries Lafayette, j'ai vendu des escabeaux, j'étais très bon vendeur d'escabeaux. Mais moi, ma passion, c'était vraiment le dessin. Vous voyez, quand je vous vois, quand vous m'écoutez, puis vous montrez avec vos yeux, bon, je t'écoute bien, je me suis concentré, donc vous baissez les paupières. Et moi, j'adore. Et là, je vois vos dents. Oui, vous voyez beaucoup de choses. Mais non, mais en voyant vos dents, je vois la largeur du sourire. Et je vois le dessin qu'on peut faire, c'est fatigant. C'est génial, c'est rigolo, mais à la fois, qu'est-ce qu'elle m'a posé comme question, la fille? Je ne sais plus. Ah d'accord, vous perdez à c'est cause pour de ça. Non, je dis ça pour rire. Mais c'est parce qu'en fait, je suis toujours dans le dessin. Toujours. Et qu'est-ce qui fait que le monde vous repère? Comment se passe la rencontre? Personne ne m'a repéré. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes allé frapper à leur porte Oui, aux Galeries Lafayette. Je suis revenu après à Paris, et aux Galeries Lafayette, à la pause de 11h, je téléphonais parce que dans la nuit, j'avais déposé des dessins dans le journal que j'aime, le journal Le Monde. Et à 11h, je téléphonais à un rédacteur en chef qui s'appelle Bernard Lausanne. Et il me disait, ah oui, mais c'est vous qui avez déposé les dessins, oui. Mais venez me voir. Alors moi, je ne connaissais personne, moi, le monde de la presse. Là, quand je vois les médias, tout ça, maintenant, c'est ma famille. Hein. Mais à la fois, à l'époque, je ne connaissais rien. Et donc, très franchement, c'est là où la chance est... Bon, pourquoi la chance? Il faut être tenace. Si, la chance, la chance. Ben oui, personne ne m'attendait. Et puis, j'ai été reçu donc par un rédacteur en chef qui a regardé mes dessins et m'a dit, oui, ça c'est bien, ouais, ça, ouais, peut-être. Mais revenez... Alors, pendant des mois, j'ai envoyé plein de dessins. Et puis un jour, en 1972, j'ai téléphoné et il m'a dit, bah oui, le dessin il passe c'était sur le Vietnam. Oui. Et donc il y a un dessin qui est passé. Et puis après 2, puis après 3, puis après j'ai compris que je faisais un métier. Puis après les hommes politiques, ils m'ont pris au sérieux. On va y venir, c'est intéressant votre histoire aussi. D'ailleurs, votre président ici au Sénat, c'était mignon, c'était il y a longtemps. Gérard Larcher? Oui, la première version Larcher. Il m'invite à déjeuner. C'est mignon. Et il me dit, vous avez vu ma chaise, mon fauteuil? Je regarde, il me dit, je dis, bah oui, c'est un fauteuil. Et oui, mais il n'a pas de roulette. Et pourquoi vous dessinez les sénateurs avec des roulettes, comme si on était handicapés? Qu'est-ce que vous lui avez répondu? C'est des blagues. Et j'ai adoré ça. C'est bien quand les femmes ou les hommes politiques, ils rentrent dans les dessins. Ouais. Et puis on sent que ça a asticoté. C'est fait pour ça. Pour revenir sur votre premier dessin, celui dont vous parliez, qui a été publié par Le Monde, le tout premier, 1er octobre 72, il y avait une colombe. C'est une colombe avec un point d'interrogation dans le bec. Ça aussi, ça a fortement marqué les esprits. Et c'est resté un oiseau qui vous a accompagné tout au long de votre carrière. Pourquoi cette colombe? Ça vous est venu comme ça? Le dessin, il est tout petit, vous voyez. Il fait 4 cm et demi. Vous voyez, c'est pas énorme. Et là, on est au moment... pour bien répondre à votre question, il y a les accords sur le Vietnam. Ça s'appelle les accords de Paris entre les Vietnamiens et les Américains. C'est à Paris. Et puis, j'ai en tête quand même tous les défilés dans Paris, halte à la guerre au Vietnam. Je me dis, tiens, comme on ne sait pas ce que ça va donner, on est en 72, la chute de Saigon, c'est 75. Donc c'est 3 ans avant.
Je dis, bon, je vais faire une colombe, comme ça. Ah, ben, je vais lui mettre un petit... Vous savez, le boulot du dessinateur, c'est une réflexion, comme vous, dans votre tête, sauf que... ah oui, je vais le faire. Et en fait, c'est à force de... Ça prend forme tout de suite, quoi. Oui, et puis vous voyez, mes colombes, elles ont changé avec le temps. Je les dessine plus comme ça. Mais c'est pas grave. Et puis le dessin, il est publié, et puis je me dis, tiens, ils ont l'air de me prendre au sérieux. J'ai passé ma vie à être étonné qu'on me prenne au sérieux. Mais c'est parce que vous bousculez, c'est parce que vous interrogez, parce que vous dérangez que vous vous faites repérer à la fois par un média, Le Monde, effectivement, mais aussi par un public. Non. Vous le percutez, ce public. Vous le percutez Oui, mais c'est après que je le sais pas au départ. Au début, moi, je veux, je sais pas, moi, je veux faire des dessins. Quand il y a l'ayatollah Khomeini qui est persuadé qu'il discute avec le ciel, je me dis, tiens, bah, je vais faire le ciel avec un téléphone, tout ça. Mais vous allez même devenir un dessinateur redouté par les responsables politiques. C'est ce qu'ils disent. Mais c'est ce qui est vrai, c'est pas juste ce qu'ils disent. Ça a été jouissif parfois même d'avoir ce petit pouvoir sur eux, très honnêtement. De sentir que vous aviez un pouvoir sur eux, sur leur image, sur leur communication. Oui, c'est ce qu'ils m'ont toujours dit. Non, j'ai jamais cru ça. J'ai jamais cru. Là, je vais vous montrer un dessin sur la mort de Mitterrand. Qui n'est pas passé. Pour vous dire que quand on fait un dessin... Pourquoi pas passé? Censuré? Je vais vous dire, mais non, vous allez comprendre pourquoi. Ah. Tiens, vous êtes rédactrice en chef, on est en janvier 1996, vous êtes ma rédactrice en chef, vous me téléphonez, il est 11h du matin, j'ai fait un dessin, et vous me dites, Mitterrand vient de mourir. Et je dis, oh, donc le choc, et puis je dis, et vous me dites, t'as un quart d'heure pour faire ton dessin. Je dis, mais Mitterrand. Et vous me répondez, ça fait 6 mois qu'on te dit qu'il est mourant. Tu aurais peut-être pu préparer quelque chose. Donc je prépare un truc au moment où on dit qu'il y a un scandale politique et sociologique sur le détournement d'argent pour le cancer. Il y avait une association qui s'appelait l'ARC qui détournait l'argent. Donc j'envoie ce dessin-là. Alors vous, rédactrice en chef, chère Rebecca, vous êtes ma rédactrice en chef, on est en 1996, Mitterrand vient de mourir. Alors qu'est-ce que vous dites? Je dis non. Je dis non. Je dis pas maintenant. Alors, ils sont bien. On en reparle dans quelques années, mais pas encore. Ils sont plus malins que vous au monde. Ils sont plus vicieux aussi. C'est que je balance plein de dessins. Alors, Jean, écoute, on a reçu 5 dessins. Ils sont super. Mais c'est ça. On attend le 6e. C'est ça le truc. Alors, j'ai fait un autre dessin. Voilà. Et donc, c'est comme ça tout le temps. Et regarde, par exemple, ce vieux dessin qui est des années 80. On ne parle pas encore d'écologie tous les jours. Mais à la fois, quand je le regarde avec le temps, je me dis, tiens, mais ça, c'est grâce aux journalistes. Moi l'écologie, dans les années 80, je ne connais rien. Et même encore aujourd'hui, je ne la ramène pas. Mais non, je n'y connais rien. Mais j'aime traduire. Et j'aime traduire la passion des autres, la passion des journalistes qui sont passionnés par la Chine, par l'Europe, le Nord-Sud, on disait le tiers-monde à l'époque. Et moi, j'aime traduire ça. Je suis un interprète. Alors, je parlais quand même de censure ou d'autocensure, parce que j'ai cru comprendre que ce n'était pas un gros mot pour vous de parler d'autocensure. En 2006, vous avez pris une position qui vous a d'ailleurs attiré pas mal de reproches de la part de vos pairs sur la publication des caricatures de Mahomet. Vous avez invoqué, je cite, la responsabilité journalistique du dessinateur. Et vous vous êtes attiré pas mal d'animosité de la part du monde dans lequel vous évoluez. Est-ce que vous maintenez? Est-ce que vous avez regretté d'avoir dit ça? Est-ce que vous avez été mal compris? Ou est-ce que vous avez été très bien compris et vous l'assumez? À l'instant, quand vous me dites « ouais, mais ce dessin-là, bah oui, mais non », ça s'appelle la responsabilité. C'est-à-dire qu'on se met à la place des lecteurs. Et donc, dans ces cas-là, je me débrouille toujours pour faire comprendre, faire un dessin, évidemment, hommage aux dessinateurs qui ont été assassinés. Je les connaissais tous, et 15 jours avant, j'étais avec T-News, qui faisait partie de l'association que j'ai créée avec Kofi Annan, qui s'appelle Cartooning for Peace. Willem était venu aussi avec nous en Nouvelle-Zélande, on a fait des rencontres avec des chrétiens, des juifs, des musulmans. Il faut faire un flashback sur ce qui s'est passé en 2006 avec les dessinateurs danois. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? On ne peut pas dessiner ça, on ne peut pas dessiner ça. Oh, il y en a marre. Tiens, le Jyllands-Posten, le journal danois,
dit, bah, écoutez, on va faire une page, on va l'appeler les caricatures de Mahomet, voilà. Puis, en fait, c'est pas des caricatures de Mahomet, c'est des caricatures de barbus intolérants. Et en fait, il y a 200 morts au Pakistan. Moi, je devais faire une expo à Beyrouth, et l'ambassadeur du Liban, de France au Liban, il me dit, il y a des sacs de sable autour de l'ambassade, il y a des barbelés, il y a des tanks. On va peut-être attendre un peu. Je devais faire aussi une exposition à Islamabad, au Pakistan, là aussi. Là, c'est l'ambassadrice qui me dit « Bon, bah, c'est peut-être pas le moment encore ». Et donc, Kofi Annan, que je connaissais, puisqu'il aimait bien mes dessins, le secrétaire général de l'ONU, il me dit bah, « Pourquoi on ne mettrait pas ensemble plein de dessinateurs, des chrétiens, des juifs, des musulmans, aux Nations Unies, à New York ?» Et moi, comme je les connaissais tous, grâce à l'image du monde, je suis allé partout, au Japon, en Amérique latine, en Russie, en Afrique. Je lui dis, bah voilà, je téléphone. Bon, au bout de... J'ai fait comme Mission Impossible, vous savez, je téléphone, et puis il y a toute l'équipe qui se fait. Et là, on avait une bonne vingtaine de dessinateurs, des filles, des garçons, des chrétiens, des juifs, des musulmans, des agnostiques, des athées. Voilà. Et puis on a fait une association, puis on s'est dit, bah voilà, on va essayer de faire des ponts entre les cultures. Donc c'est plus de cette manière-là que vous voulez agir, notamment pour la paix dans le monde, qu'en publiant des dessins que vous jugeriez trop quoi, qui bousculent trop, qui sont trop violents, trop... Non, on est dans une société où, en France, il y a le droit au blasphème. C'est très bien, il faut garder ça. Qu'on puisse faire des dessins sur l'essentiel. Par exemple, moi, Mahomet, j'en ai rien à foutre. Mais par contre, les salafistes, ça, c'est mon problème. Et si je peux dessiner nuit gravement à la santé avec tabagisme et nuit gravement à la laïcité, salafisme, est-ce que je peux le faire dans le journal? Je le fais dans le Monde. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Et pour vous, c'est tout aussi fort que de caricaturer Mahomet? C'est ça l'essentiel. Quand il y a des petites filles qui sont mutilées sexuellement, au Soudan, en Égypte, et pas que... D'ailleurs, je me suis rendu compte que quand je suis allé en Égypte, les Coptes aussi, les orthodoxes, les Coptes aussi, ils mutilent les petites filles. Il y a plus de 90% des filles qui sont mutilées. Je veux dire, moi, mon combat, c'est ça. Mon premier combat, c'est d'essayer de... Et quand, en France, j'apprends qu'il y a des filles qui sont mutilées en France, là, on n'est plus au Soudan, on n'est plus en Égypte, ça se passe en France... Je me dis, il y a du boulot. Quand je vais dans des écoles, il n'y a pas très longtemps, j'étais en Corse avec une prof qui me disait, vous voyez, la petite, elle était en 3e, donc une petite de 3e. Bah, elle était partie au Maroc, elle était revenue, elle était mariée. Il faut en parler. Et moi, je pense que le vrai combat que je veux faire, c'est ça. C'est ça. Et quand après, le même dessin... où est-ce que je l'avais montré au recteur de la mosquée de Paris, vous voyez, et le recteur, le musulman, le recteur, il me reçoit très gentiment, il me dit, mais ça, je me mets à genoux pour que vous puissiez le publier tout le temps. On imagine, c'est une poignée de gens qui sont incontrôlables, mais il faut absolument les contrôler. Et à la fois, il faut ne rien lâcher sur les atteintes aux droits des femmes, les atteintes aux droits des petites filles. Après, on peut dire... Et quand je fais, par exemple, des dessins, j'ai fait des dessins sur la religion, les autres religions. Oui, j'en avais fait. Par exemple, quand je fais... Tiens, par exemple, un dessin, je vous le dis parce que je l'ai fait il y a une dizaine d'années. Et oui. Quand il y a des enfants qui sont violés par des prêtres dans la sacristie. Je fais ce dessin-là, et quelle chance d'avoir un rédacteur en chef au Monde qui le publie à la une du Monde. Alors évidemment, tollé général, j'ai eu plein d'ennuis, plein de gens qui disent... Ouais, des ennuis pour votre sécurité aussi? Non. Procès. Mais non, pas sécurité, contrairement à d'autres sujets, mais à la fois des dessins comme ça. Je vous le dis parce que l'autre jour, j'ai rencontré un gars, c'était il n'y a pas longtemps, au Mans, il me dit, je travaille chez TikTok. Ah, je dis, bon, je ne connais pas TikTok. Et alors, il me dit, vous devriez vous intéresser parce qu'il y a plein de médias qui... Bon, alors je regarde TikTok, ça
ça n'a pas loupé. Comme on parlait là, il y a pas longtemps... C'est une application de vidéo pour les très jeunes. J'ai mis mes dessins sur TikTok. Ce dessin a été censuré par TikTok, ça n'a pas traîné. Ça n'a pas traîné. C'est-à-dire que ce dessin, il est publié dans Le Monde. Problème, gros problème, d'accord, oui, d'accord. Mais TikTok, ça, c'est mon boulot. Mais TikTok le bloque. Et pire, et pire. Et là, là, on va discuter de l'essentiel. Seulement maintenant. Seulement maintenant. Mais oui, mais c'est ça, notre démocratie. Pourquoi elle bascule? Parce qu'on s'est mis à genoux devant des logiciels et des algorithmes. Je suis sûr que chez TikTok, ils ne savent même pas que le dessin a été censuré. Il a été bloqué par un algorithme. Par des machines, par du chiffre. Et tant qu'on n'aura pas légiféré, c'est peut-être le lieu, on n'a qu'à demander aux sénateurs de légiférer, d'arrêter de l'anonymat sur certains réseaux sociaux. Plantu, ça va être un mois. C'est le vrai combat qu'il faut entamer dès maintenant si on veut éviter que notre démocratie ne bascule. Et ça va être à moi de vous montrer quelques images maintenant. Première photo, alors vous avez déjà un petit peu dit que vous les connaissiez, ces dessinateurs et caricaturistes de Charlie Hebdo. Là, il s'agit de Cabu. Oui. Quand vous le voyez, vous vous dites quoi Je le vois presque tous les jours, parce qu'il y a plein de photos où on est tous les deux ensemble, on fait des débats, et on rigole. J'ai encore son rire incroyable dans les oreilles. Et à la fois, comme dit la femme de Wolinski, Maryse Wolinski, ce rire de Cabu, qu'on voit bien sur cette image, c'est un rire d'une époque révolue où on a... C'est Maryse qui m'a dit ça, Maryse Wolinski, elle m'a dit « On a perdu nos années d'insouciance ». Maintenant, l'insouciance, elle est partie. C'était certainement le plus grand dessinateur du XXe siècle. Lui, il pouvait faire un dessin tout de suite, même pire. Il pouvait faire un dessin comme ça dans la poche, en regardant la fille comme ça. Il sortait le papier comme un photomaton, et c'était un dessin impeccable. Jamais j'ai vu ça. Un génie. Un génie. J'ai jamais vu ça. Une deuxième photo, vous le reconnaissez évidemment, Yasser Arafat. Oui. Une grande histoire, une drôle de rencontre. Vous pouvez nous raconter en quelques secondes comment ça se passe? À la tribune de l'ONU, oh là. Il était, faut dire qu'il était assez facile à décider. Hein. Je ne le connaissais pas. Lui me connaissait. Alors, c'est là où... Attends, je suis à Tunis en 91. Vous exposez? J'expose des dessins avec un dessinateur syrien. Et dans la nuit à l'hôtel, le téléphone, on me dit, il y a Yasser Arafat qui veut vous rencontrer. Je dis, ouais, c'est ça. Et j'avais complètement oublié qu'il était à Tunis en plus. Pour vous dire à quel point j'ai passé mon temps dans un train, d'être dans le train, dehors du train, et de rentrer dans le train. En tout cas, je n'ai jamais été dans la locomotive. Et je me retrouve à 4 heures du matin avec lui. Et lui qui n'était pas capable de dire... Je reconnais le peuple israélien, je reconnais l'État israélien. Il me fait... Alors évidemment, ça c'est facile, le drapeau palestinien, d'accord. Mais je lui tends un feutre bleu, pour ça que je me balade toujours. Et je lui tends un feutre bleu, et je me dis, oh putain, il va le faire. Et il le fait. Et il le fait comme ça. Là, c'est la grande histoire que vous écrivez. Oui, mais à la fois, je dis, mais attends, où je suis là? Je ne sais même pas où je suis d'ailleurs. Je suis dans une villa de Tunis. Ouais. On m'a changé 3 fois de voiture, avec des kalachnikovs partout. Bien sûr. Et je me retrouve. Et alors donc. Parce qu'un an plus tard ou 2 ans plus tard, vous faites à peu près la même chose avec Shimon Peres, c'est ça? Il me signe le dessin. Jusque-là, je reviens à Paris. On me dit ouais, mais tu as rencontré un terroriste. Mais j'ai passé ma vie. J'ai passé ma vie à me faire engueuler tout le temps. Mais je vous assure. Hein, incroyable, comme un gamin. Et puis, on m'a dit, ouais, mais pourquoi tu ne ferais pas ça à Jérusalem? Bon, je vais faire ça à Jérusalem. Je suis allé voir Mitterrand. J'ai été voir Védrine, qui était à l'Élysée, que je ne connaissais pas, encore une fois. Et il me dit, oui, Mitterrand, il est d'accord, vous viendrez avec lui, et vous serez même dans son avion. J'ai dit, non, je veux être avec l'avion des journalistes. Je ne veux pas... mélanger. Et puis, je me suis retrouvé avec Shimon Peres, qui a terminé le dessin, commencé par Arafat, et qu'il a signé Shimon Peres. Mais là, c'est historique, parce que c'est la première fois qu'il signe un même document. Oui, avant les accords d'Oslo. Non, c'est incroyable. C'est incroyable. Alors, je l'ai dit pour nos téléspectateurs, les archives nationales nous transmettent chaque semaine un document en lien avec notre invité. Oui.
Et on a pensé à celui-ci pour vous. C'est une caricature du président Armand Fallières, qui a été président entre 1906 et 1913. Oui. C'est un ancien sénateur aussi. Et on a vu, on s'est aperçu qu'il était systématiquement caricaturé en ivrogne. Ça vous fait déjà rire. L'alcoolisme, pourtant, bon, c'est quelque chose qui touche aussi un peu au privé. Ça fait, je vous le donne, je vous le montre. Merci beaucoup. Qu'est-ce que ça vous inspire? D'abord, comme souvent, c'est quelle année à peu près? 1909, 1909. À une époque, c'est l'assiette au beurre peut-être? C'est paru dans l'assiette au beurre? L'assiette au beurre. L'assiette au beurre, bon, c'est la même époque. Et tous les dessinateurs savent dessiner comme des dieux. Ils ont une formation à l'école. Louis Pasteur, dont on parle beaucoup, mais il savait dessiner comme un dieu. Pourquoi? Parce qu'on enseignait dans les écoles le dessin. Et à cette époque, tout le monde sait dessiner. C'est pour ça que ça me fend le cœur quand vous me dites je ne sais pas dessiner, mais je vous le dis, mais tout le monde sait dessiner. Tout le monde. Tout le monde n'est pas Michel-Ange, mais tout le monde sait dessiner. Cela dit, c'était un président de la République. Est-ce qu'on peut tout faire, même avec un responsable politique, le dessiner comme ça en ivrogne? Pas de limite? Mais oui, il faut... Monsieur, c'est mignon, c'est pas très méchant. Je me souviens qu'il y avait un responsable de la CGT qui s'appelait Krasuki, qui buvait que de l'eau en plus. Mais comme il terminait pas ses phrases, je sais pas pourquoi, et je le dessinais en ivrogne, et il trouvait ça rigolo. Et il m'en voulait pas. Voyez. Bon, bah voyez, on peut. Allez, une dernière séquence avec nous, puisqu'on est dans ce lieu magique entouré de 4 statues qui représentent des vertus. Et vous allez me dire si vous vous retrouvez dans celle-ci. On a la sagesse, on a la prudence, on a la justice et on a l'éloquence. Alors, est-ce qu'il y en a une qui vous parle? Est-ce qu'il y en a une qui vous inspire? Elles sont belles. La prudence, j'aime bien le... Vous savez, je vous ai parlé de vos mains. Quand on est prudent, oui. Quand on fait comme ça, et elle fait comme ça. Oui, c'est vrai. C'est mis. Non, mais c'est bien. Mais vous n'êtes pas prudent, si? C'est un mélange de folie. Quand je suis à Gaza avec les gens du Hamas, on ne peut pas dire que je sois vraiment prudent. Elles m'intéressent toutes. Il y en a une qui manque. Oui. L'humilité. Je trouve que c'est une époque où vous voyez, avec la crise sanitaire, où tout le monde a dit tout et n'importe quoi, en fait, que ce soit les médecins, que ce soit les politiques, les chercheurs, tout ça, tout le monde a dit un peu des bêtises, et tout le monde a essayé de bien faire, malgré tout, vous voyez. Humilité. L'humilité, liberté. Ça restera sur cette vertu? Oui, parce que... Qu'est-ce qu'il y a? Oui, parce que, en fait, j'aurais dû le marquer là. Vous voyez, quand je rends hommage, évidemment, à Charlie Hebdo, évidemment qu'il faut rendre hommage aux dessinateurs. À la fois, il faut penser aussi à la cathédrale de Nice. Il faut penser aux mosquées qui sont souvent salies, dévalisées. Il faut penser aux synagogues qui sont des fois abîmées par des connards. Et donc, à la fois, liberté, égalité, fraternité, d'accord. Mais moi, je dirais liberté, égalité, humilité. Humilité. Ce sera encore mieux. Et ce sera le mot de la fin. Merci infiniment d'avoir été notre invité dans Un Monde, un regard. Merci de nous avoir livré une bonne partie de votre monde. C'est la fin de cette émission. On se retrouve bientôt sur Public Sénat. À très vite.